Bonsoir et bienvenue à tous. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, vient d'achever une mission au Mali, une mission visant à trouver une solution à la crise qui secoue ce pays de l'Afrique de l'Ouest depuis plusieurs semaines. Même si son plan de sortie de crise n'a pas été totalement accepté par l'opposition, tout au moins s'il y a des lueurs d'espoir, la désobéissance civile ayant été suspendue par l'opposition dans ce pays. Beaucoup saluent cette attention de la CEDEAO et souhaitent qu'elle inspire la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale en proie à de nombreuses crises sociopolitiques, non seulement à l'intérieur des États, mais également les conflits frontaliers entre les États. Les approches de règlement de conflits sont-elles si différentes? À quoi tient cette différence qu'on peut observer? Au rôle des acteurs étatiques ou non étatiques, au niveau d'intégration sous-régionale ou encore à la sociologie de chacun des deux ensembles sous-régionaux. Voyons tout cela avec nos invités sur le plateau 237 de débat ce soir. J'introduis tout d'abord Maître Achille Ledio. Bonsoir. Bonsoir mon cher Duval, bonsoir aux copanélistes, bonsoir également aux fidèles inconditionnels de cette tranche horaire qui nous regardent actuellement. Merci. Salutations militantes et appuyées à tous mes camarades SDF qui nous regardent aussi actuellement. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, merci infiniment d'être venu sur ce plateau. J'introduis également Rodrigue Tokodieu. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir Duval, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs. C'est un plaisir, c'est un honneur d'être associé à un plateau aussi riche pour une thématique aussi d'actualité que vous venez de l'évoquer. Donc, on espère qu'on sera non seulement à la hauteur effectivement du débat, mais aussi et surtout que ce qui sortira d'ici, cela pourra justement aider les dirigeants à construire un environnement de paix, à la fois au sein des États et au sein des deux sous-ensembles sous-régionaux que sont la CEDEAO et la CEMAC. Merci Rodrigue Tokodieu d'être venu. Vous êtes journaliste et vous êtes responsable d'une radio ici à Douala. Docteur Magouanou, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être là. Merci. Vous êtes enseignant de sociologie, vous êtes sociologue de formation. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous dis merci pour l'invitation et la confiance renouvelée. Et bonsoir particulier aussi à nos millions de téléspectateurs de cette émission. Et surtout aussi un coup de chapeau à tous les dirigeants de nos différents États, aussi bien de la région de la sous-région de la CEDEAO ou que c'est de la CEAC. Parce qu'avec le processus d'émancipation des peuples de la Terre, il y a de plus en plus de générations de conflits et les États ont du pain sur la planche, notamment en matière de régulation des conflits. C'est l'une des réalités qui s'impose dans le monde aujourd'hui et on sait tous que ce n'est pas évident parce que vivre dans un monde aussi déchiré que le nôtre aujourd'hui, il faut vraiment mettre en place des politiques efficaces de régulation des conflits pour offrir aux citoyens que nous sommes un instant de paix lorsque nous vivons sur cette terre. Merci Magouanou d'être venu. Docteur Ndassa, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu. Je vous en prie Duval, c'est un plaisir renouvelé de m'associer à ce panel de la science et de l'échange, n'est-ce pas, de la connaissance. Et je profite également de l'occasion pour vous présenter mes sincères excuses parce que vous m'avez relancé plusieurs fois pour que je sois associé à ce panel ô combien prestigieux, mais à cause des contraintes qui étaient indépendantes de ma volonté, je n'ai pas pu honorer au rendez-vous précédent. Merci en tout cas d'être venu. Vous êtes enseignant de droit au département de droit privé. Droit privé fondamental. Fondamental, la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Oui. Puisque vous avez la parole, je voudrais que vous puissiez la garder, docteur Ndassa. On a appris hier que la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a achevé une mission au Mali. Il faut se rappeler que depuis plusieurs semaines maintenant, ce pays de l'Afrique de l'Ouest est en proie à des violences à la suite d'une crise, je veux dire à la suite d'un contentieux électoral qui a dégénéré. Des gens sont descendus dans la rue, ont manifesté, des églises ont d'ailleurs été vandalisées, il y a eu des tirs et on a enregistré des morts. Depuis lors, donc, le pays est dans un engrenage de violence et la CEDEAO est donc descendue pour échanger avec les différentes parties dans l'optique d'obtenir une solution donc, à ces difficultés-là.
Et on a bien remarqué que cette CEDEAO est assez présente, et c'est d'ailleurs pas la première fois qu'on voit la CEDEAO se mobiliser de cette façon sur le terrain de la crise en Afrique de l'Ouest. On se souvient de la crise en Sierra Leone, de la crise au Libéria, en Gambie, entre autres. Et puis, la question que je pose, c'est de savoir si cette approche de la CEDEAO est une approche qui ressemble à celle qu'on observe dans toutes les autres sous-régions, ou une approche qui se réfère à... Je veux dire, est-ce qu'il y a une approche universelle de gestion ou de règlement des conflits? Oui, vous faites bien de dire que ce n'est pas la première fois que la CEDEAO intervient, n'est-ce pas, dans ce genre de conflit interne. Il y a eu des précédents, notamment en Sierra Leone, au Libéria, en Gambie, et même au-delà. Et puis, au-delà même de cette précision, il faut également rappeler que la CEDEAO a un bras armé, une force armée multinationale qui s'appelle les Comores, qui a la différence avec ce qui se passe en Afrique centrale. Et au niveau, n'est-ce pas, des expériences qui se sont avérées au sein de la CEDEAO, on se rend compte que la CEDEAO a eu une longueur d'avance, n'est-ce pas, sur les institutions, n'est-ce pas, de la CEMAC. Par rapport à la communautarisation, n'est-ce pas, de l'expérience, est-ce qu'il y a une expérience universelle? Je dirais non. Il faut déjà retenir qu'en ce qui concerne le règlement, n'est-ce pas, des différends, la part belle a toujours été accordée à la voie amiable de règlement des différends. Et ça se rapproche un peu à ce que nous appelons en droit les modes alternatifs de règlement des différends dans l'espace. Il y en a plusieurs. Il y a la conciliation, il y a la médiation, il y a la transaction, il y a, au-delà de tout cela, il y a même une procédure qui est beaucoup plus suggérée et méconnue. C'est celle qui s'appelle encore la résolution participative, n'est-ce pas, des États. Donc, il s'agit en quelque sorte d'une voie, n'est-ce pas, de résolution des différends par la voie amiable qui consiste pour les États à renoncer au côté judiciaire, mais en cas de survenance, n'est-ce pas, des différends. Il s'agit d'une voie qui se rapproche un peu à ce que nous appelons en droit la clause compromissoire, qui est susceptible d'être insérée, n'est-ce pas, dans une procédure d'arbitrage. Est-ce qu'il y a, je voulais ajouter ceci. Il y a quand même, n'est-ce pas, il y a un consensus autour, n'est-ce pas, de certaines notions. Si en même temps on ne saurait reconnaître qu'il y a une voie idéale de résolution des différends en cas de survenance de conflits. Il y a quand même un certain nombre d'éléments comme des caractéristiques pour ce qui concerne les approches à la médiation. Oui, les approches, notamment la médiation est la voie préférée, parce que dans la médiation, on ne brandit pas rapidement le fouet, on rassure les parties que la solution pourrait aboutir à une convergence, n'est-ce pas, de vue. L'idée maîtresse est laquelle? C'est la protection de la dignité humaine, c'est l'homme qui est au centre même de tous les conflits, en ce qui concerne la résolution, n'est-ce pas, des différends qui pourraient survenir. Donc, il n'y a pas de voie idéal de résolution des conflits. Ailleurs, on pourrait parler de la notion d'ombudsman, qui est en quelque sorte un médiateur qui converge vers lui toutes les solutions qui pourraient aboutir à la solution, n'est-ce pas, d'un différend. Mais toujours cela est valable. Est-ce que cela est valable dans tous les cas de figure? Je veux dire, parce qu'il y a des cas, des crises internes au sein des États. Par exemple, on a le cas du Mali, avec cette crise qui est née des contestations post-électorales. Je voudrais rappeler que il y a eu une élection qui s'est tenue au Mali. Oui. Au terme des élections, il y a des députés qui ont été déclarés élus et ces résultats ont été invalidés par la Cour constitutionnelle. Et c'est ce qui a déclenché donc cet engrenage de violence dans ce pays. Donc, il y a des crises internes au sein des États, mais également des crises entre les États. Est-ce que le processus que vous décrivez est valable dans les deux cas? Oui, il y a des crises interétatiques, il y a des crises internes. Et c'est pour cette raison que je dis que la solution est conjoncturelle. Elle est fonction, n'est-ce pas, des cas qui sont propres à chaque pays. On ne saurait imaginer une recette qui marcherait partout, même si, bien entendu, avec la notion, n'est-ce pas, des médiateurs qui pourraient venir ailleurs, qui sont des tiers, très souvent, qui n'ont rien à voir directement avec la crise, n'est-ce pas, qui est survenue, n'est-ce pas, dans un pays. Le Mali que vous évoquez, qui est une crise effectivement interne, mais il faut peut-être convoquer, n'est-ce pas, les causes, n'est-ce pas, de la crise pour effectivement trouver la solution qui pourrait être envisagée à ce niveau. Mais avant d'interroger les causes de la crise, il faudrait qu'on analyse également, qu'on essaie de voir, peut-être pendant qu'on plante les décors, les différences qu'on peut observer entre l'approche au niveau de la CEDEAO et l'approche au niveau de la CEAC. Et je voudrais peut-être requérir à ce niveau-là l'avis du docteur Magloire Ndongou. Alors,
il faut relever qu'il y a une approche différenciée en matière de gestion des conflits par ces différentes communautés. La CEDEAO a une longueur d'avance très notable sur la CEEAC en matière de gestion des crises sous-régionales. Pourquoi? Je crois qu'il faudrait faire recours à une analyse des différents organismes en question. Parce que lorsque l'on regarde la CEDEAO, il s'agit, c'est vrai, la différence de création n'est pas très grande, elle est presque de 10 ans. La CEDEAO a près de 10 ans d'existence avant, c'est-à-dire c'est autour des années 1974 par là. 75, merci pour la précision. Tandis que la CEEAC arrive autour des années 1983. Alors, encore comme après sa création, il y a une longue période d'hibernation. Il y a une longue période d'hibernation. Alors, il y a déjà cet élément qui va expliquer cet écart en matière d'implication. Parce que c'est évident, l'implication de la CEDEAO dans la gestion des crises en Afrique de l'Ouest, elle est toute particulière. Et on l'a vu pour le cas de la Gambie, on l'a vu pour le cas de la Sierra Leone, on l'a vu aussi même pour la Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Tandis que chez nous, dans la sous-région Afrique centrale, on a accusé un très grand retard. C'est à peine aujourd'hui que l'on se rend compte que la CEEAC est en train de formuler des réponses très concrètes, des formules plus pratiques, plus raffinées en matière de prise en charge des conflits dans la sous-région. Mais je voudrais aussi que, puisqu'en sociologie, chez nous, on dit que chaque réalité est socialement produite. C'est-à-dire, s'il y a une gestion de la crise plus sophistiquée dans la sous-région de la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest, par rapport à chez nous, il faut voir l'ensemble des paramétrages, à la fois sociaux, géopolitiques, mais aussi culturels qui ont participé à renforcer l'action d'une région par rapport à une autre. Il faudrait voir, pour le cas de la CEDEAO, que ça a été favorisé davantage par la transfrontalisation des conflits chez eux. Parce que non seulement on a affaire à des pays où on a connu des guerres internes, mais aussi on a eu des formes d'exportation des conflits. Parce que une communauté sous-régionale se forme et se solidifie autour des enjeux communs. Et puis, il n'y a pas que des enjeux monétaires communs, mais il y a aussi les enjeux sécuritaires communs. Et puis, lorsqu'on essaie d'analyser aussi le processus de formation et puis de fonctionnement de ces organes, l'on se rend compte que les enjeux sécuritaires sont des enjeux majeurs. Donc, c'est la recrudescence des conflits armés dans la région dans cette région de l'Afrique de l'Ouest, et puis l'exportation des groupements armés, que ce soit en Gambie, comme on a vu, en Côte d'Ivoire, que ce soit en Sierra Leone, ainsi de suite, au Mali, qui a permis aux États de cette sous-région de faire bloc pour formuler une réponse qui leur est commune. Tandis que dans la région d'Afrique centrale, c'est vrai, on a eu aussi des conflits pendant la même période. Je pense ici à la Centrafrique, je pense au Tchad, et ainsi de suite. Mais il faut se rendre compte que l'exportation des conflits, la transfrontalisation des conflits n'a pas eu la même dynamique que dans ces régions de l'Afrique de l'Ouest. Il faut aussi relever qu'il y a des États qui sont certes des acteurs majeurs de la communauté CEEAC, mais qui ont été à marge de la dynamique des conflits pendant plusieurs années. C'est exactement le cas du Cameroun. Le Cameroun, qui aurait pu jouer un rôle majeur dans cette dynamique historique de formation d'une solution sous-régionale au conflit, est resté quasiment dans une sorte d'indifférence qui s'explique essentiellement par le fait que le Cameroun a été un îlot de paix dans un océan en guerre pendant longtemps. Alors dans cet environnement-là, on ne pouvait pas s'attendre que la CEEAC formule la même réponse aux problèmes sécuritaires que dans l'autre côté où il y avait un brasier armé qui envahissait. Lorsqu'on parle de la CEEAC, on pense entre autres, par exemple, au COPAX, dont le protocole, je crois, a été signé à Yaoundé, sauf si je m'abuse. Oui, mais il y a des processus politiques formalisés, mais aussi il y a des processus sociaux. C'est-à-dire davantage empirique, qui relève davantage des progressions du terrain. Par exemple, nous allons constater actuellement qu'il y a une dynamique naissante de cette formulation sous-régionale des solutions. Et elle est due à quoi? Elle est due essentiellement
aux réalités, c'est-à-dire les éléments que nous avons cités pour le cadre de la CEDEAO, nous remplissons de plus en plus les mêmes conditions. C'est-à-dire, par exemple, nous avons Boko Haram qui est devenu l'ennemi commun à presque toutes ces régions. Nous avons une transfrontalisation des conflits. On a par exemple la Centrafrique, où on a les ex-soldats de la Centrafrique, j'aurais appris qui sont même déjà impliqués même dans la crise sécessionniste anglophone. On en a à la région de l'Est-Cameroun. On a Boko Haram qui unit le Cameroun et le Tchad. C'est-à-dire on a un conflit transfrontalier qui se crée déjà entre ces États. Et puis ce sont ces facteurs empiriques qui sont d'ordre sécuritaire, et puis aussi on a la tension entre déjà les plusieurs pays riverains, comme par exemple le Cameroun et la Guinée équatoriale, autour des enjeux de frontaliers acquis aussi. Ce sont ces éléments-là, parce que c'est pas autour d'une table que l'on s'assoit à travers des discours, des injonctions données par les Nations Unies ou des simples volontés politiques qu'on formalise un organisme. C'est à travers les réalités que l'on vit, c'est à travers les expériences vécues par les peuples ici et là qu'on en vient à avoir une certaine formulation. Mais aussi, il faut relever aussi peut-être des cultures. Nous sommes dans la sous-région Afrique centrale d'une culture majoritairement francophone, tandis que dans la région, dans la CEDEAO, on a quasiment un multiculturalisme, un multilinguisme aussi, qui a une forte connotation aussi anglophone. Oui, mais cette hétérogénéité joue un rôle important. Aurait pu être un obstacle. Oui, mais sauf ça aurait pu être un obstacle, mais sauf qu'il y a des acteurs majeurs qui apportent une culture toute particulière, une culture très favorable. Je prends par exemple le cas du Nigeria, qui héberge effectivement cet organisme, qui a une culture anglo-saxonne, et laquelle culture anglo-saxonne a une très, nous voyons davantage en Europe, a une très grande contribution à la formation des organismes sous-régionaux. Nous le voyons en Europe avec l'Union européenne, avec la forte communauté anglo-saxonne qui a fortement influencé, si bien que la langue même de l'Union européenne est l'anglais. Donc c'est quasiment ça, c'est ces facteurs qu'il faut relever pour comprendre la dynamique de formulation des réponses collectives dans les sous-régions. Rodi Tchokodieu, je crois que lorsqu'on écoute les deux premières interventions, au moins on voit qu'il y a une différence dans la façon d'aborder les conflits, qu'on soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Bon, tout à fait. Il y a clairement une différence d'approche et surtout une différence dans les dynamiques mises en place. Première chose, d'abord, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est la question posée, est-ce qu'il y a une universalité, est-ce qu'il y a un modèle standard dans la gestion des conflits? Il faut qu'on parte de là pour se rendre compte à la pratique sur le terrain que les choses ont beaucoup évolué. C'est vrai, dans les schémas classiques, il y a beaucoup de modèles qui sont aujourd'hui enseignés. Mais à la pratique, on se rend bien compte, et vous allez très bien le voir, beaucoup d'États ne vont pas devant les tribunaux, ne vont pas devant les instances juridictionnelles internationales, non. C'est-à-dire que, comme cela se faisait bien avant la mise sur pied de ces instances juridictionnelles-là, c'est-à-dire que si vous voyez l'histoire, si on vous raconte l'histoire de l'indépendance de la Guinée équatoriale, par exemple, comment est-ce qu'un État lusophone parvient à être en Afrique francophone, vous allez très bien voir que cela participe déjà à cette époque-là de la résolution des conflits France-Portugal, France-Espagne. C'est-à-dire qu'on avait nos mécanismes pour régler nos différends. Étant entendu qu'il ne faudrait pas, dans tous les conflits, qu'on soit en Afrique ou en Europe, que le lien, le contact soit rompu, que le contact soit cassé. Donc aujourd'hui, à la pratique, on se rend compte que la médiation est la forme, si on veut, la plus aboutie aujourd'hui. Une médiation, on trouve un médiateur, on trouve un interlocuteur, entre guillemets, accepté par les parties. Si vous voulez vous adresser à la Corée du Nord et que vous parlez à la France, il y a de fortes chances que la Corée du Nord ne vous écoute jamais. Adressez-vous à la Russie, adressez-vous à la Chine, la Corée du Nord va vous écouter. Si vous voulez vous adresser à Cuba, parce qu'il y a un problème à Cuba, si vous vous adressez aux Nations Unies, Cuba ne va pas vous écouter. Par contre, si vous vous adressez à la Russie, il y a de fortes chances qu'il y ait effectivement entente, qu'on s'asseye autour d'une table de négociation. Et là où c'est bien, ça veut dire qu'il y a un médiateur. La forme de la médiation est celle aujourd'hui qui semble être, si on veut, la plus usurpée. Le Cameroun et le Nigeria ont eu un différend frontalier. Oui, en ce moment-là, les deux pays sont tombés d'accord. C'est assez rare. Hein? Le Japon et la Russie sont en conflit depuis pour les îles Kouri, il me semble. Il y a des instances qui sont prononcées, ça n'a jamais été respecté. Parce que les deux estiment, allez-y savoir pourquoi, qu'ils ne peuvent pas se plier, si on veut, aux décisions de ces instances-là. Donc, jusqu'ici, les deux attendent encore un médiateur qui puisse faire qu'ils s'asseyent
et qu'ils trouvent leur terrain d'entente. Donc, la médiation aujourd'hui est la forme la plus aboutie, si on veut, dans la résolution des conflits. On ne va pas dans les tribunaux, on ne va pas dans les justices internationales. Et même quand l'ONU impose des sanctions, et là, c'est encore des contraintes. Ça ne participe pas, surtout pour deux États qui sont voisins, à un climat de paix dans une sous-région. Donc aujourd'hui, sur le modèle universel, ou alors sur le modèle standard le plus utilisé, on tend vers la médiation. Maintenant, lorsqu'on arrive, et c'est là où votre question devient plus intéressante, en Afrique, quel est l'état de cette médiation-là en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale? Ou alors pourquoi est-ce qu'en Afrique de l'Ouest, on a l'impression qu'ils sont plus avancés? Effectivement, les deux companistes qui ont intervenu après moi ont relevé, si vous voulez, l'antériorité, la mise en place de la CEDEAO par rapport à la CEAC de 1974. Mais lorsque vous allez même plus loin, avant même les indépendances, quand vous regardez, mais c'est l'une des premières fédérations, si on veut, l'une des premières tentatives de formation d'un bloc panafricain naît au niveau de la Fédération du Mali. La Fédération du Mali qui était partie pour compter 4 États. Le Burkina Faso, la Haute-Volta, Dahomey, le Mali, la République soudanaise. Le Bénin. Oui, Dahomey, le Bénin, autant pour moi. La République soudanaise, donc l'actuel Mali, et la Fédération du Sénégal. Donc vous voyez que déjà dès 1957, ils sont déjà dans une logique, si vous voulez, de mise ensemble de leurs intérêts dans la perspective d'une future vie ensemble. Naturellement, ça n'a pas marché. C'est le Mali et le Sénégal qui ont continué, mais un an après, ça a cassé. Donc, les prémices, si vous voulez, de cette collaboration-là, de ce partage d'expérience, si vous voulez, de cette intégration-là, partent de là. Pourtant, en Afrique centrale, ça n'a pas été le cas. Naturellement, il est évident qu'à partir de là, ayant quelqu'un a parlé de ça sur ce plateau, une homogénéité, on va dire culturelle aussi, quelque part, ça favorise cette mise en place, ces relations-là, cette mise en place, ou alors qu'on ne rompe pas le dialogue. Et que surtout, on soit plus porté à porter secours aux voisins. Parce que c'est ça qui est intéressant. Mais cette homogénéité-là, vous la voyez à quel niveau? Au niveau des cultures, je veux dire quoi? Parce que en réalité, si on regarde l'héritage colonial, il y a plutôt une dichotomie. Pas véritablement. Puisqu'il y a des pays qui sont d'obédience francophone, oui, et des pays qui ont été colonisés par la Grande-Bretagne. Tout à fait, non, oui. Bon, peut-être maintenant, au niveau de la culture ou de la religion, il peut y avoir je veux dire quoi, un dénominateur commun. Oui. Non, au niveau linguistique, c'est clair qu'il y a quand même deux blocs. Vous avez le bloc anglophone avec le Nigeria, la Gambie, la Sierra Leone, le Libéria, je pense, le Ghana également. Même si, et ça, vous allez le voir, quand vous prenez le cas de la Gambie, avec le départ d'Adama Barrow, vous vous rendez compte qu'il y a des Gambiens qui parlent anglais, mais qui pensent qu'ils sont sénégalais. C'est-à-dire que c'est comme si on est arrivé dans votre village, et du jour au lendemain, on a divisé au grand carrefour, on a dit, bon, le bas c'est tel, le haut c'est comme ça. Mais vous vous sentez culturellement lié, même si d'un point de vue linguistique, vous parlez, vous vous exprimez en français ou en anglais. Donc, certes, il y a ces deux grands blocs linguistiques, là, français et anglais, qui existent, mais il y a que ces blocs-là ne sont pas antérieurs aux aspects sociologiques trouvés par la colonisation, qui sont là, qui ont réussi à perdurer. Même en Afrique centrale, la colonisation n'a pas tué le fait que nous nous sentons d'abord camerounais avant de nous sentir parlant français ou anglais. Donc, celle-ci a participé à cela. Et comme je disais tantôt, puisqu'on était déjà habitué, même avant, ou alors au lendemain, ou alors juste avant la fin de la colonisation, à se parler, ça fait qu'on est plus porté à écouter même notre interlocuteur. On est plus porté on est plus enclin à apporter secours à notre voisin, à aller davantage vers lui que par rapport en Afrique centrale, où je vais dire quand même on est énormément resté sur un certain nombre de fondamentaux de base qui voudraient que bon, chacun est roi chez lui, et puis bon, chacun ne se mêle pas des affaires de l'autre. C'est Bongo qui disait que c'est quoi, c'est qu'il ne se mêlerait pas, il ne se mêlerait plus des marigots, où ça, le président je ne sais pas si vous voulez faire allusion à celui qui est passé avant lui, qui disait qu'il préfère être la tête d'une fourmi que la queue d'un éléphant. Il disait qu'il ne se mêlerait plus des marigots des autres. C'est-à-dire que chacun reste chez lui pour justement gérer ses problèmes. Donc l'Afrique centrale a un petit retard de ce point de vue-là. Et malheureusement, bon, peut-être, même encore sur le plan économique, certainement qu'on va y revenir. Absolument. Là encore, c'est Maître Achille Ludjo, est-ce que vous notez, comme les autres panélistes, une différence fondamentale dans l'approche de gestion des conflits entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, à partir des deux grands ensembles que sont la CEDEAO et la CEAC? Effectivement, mon cher Duval, comme l'ont relevé mes dévanciers sur ce plateau et relativement à votre question,
une certaine, je vais dire, unanimité se dégage sur le fait que les pays de l'espace, je veux dire, de la CEDEAO sont beaucoup plus avancés dans ce sens. Mais seulement, je ne suis pas très d'accord avec les développements qui ont été avancés relativement aux causes ou alors aux motivations de cette avancée. La CEDEAO, il faut le dire, est très très avancée relativement à la CEMAC dans ce domaine. Ceci ne s'explique pas simplement par son antériorité dans la création. Ceci ne s'explique pas simplement par l'homogénéité ou la multiculturalité qu'on trouve là-bas. Moi, à mon humble avis, je pense tout simplement que quand vous regardez même l'acte fondamental de ces États, vous vous rendez directement à l'évidence compte que au niveau de la CEDEAO, au départ, c'est une organisation qui est vouée à rechercher des solutions pour le développement économique de ces 15 membres, ou alors de ses membres. Alors, au fur et à mesure et sous la pression des événements politiques, cette organisation a trouvé bon de pouvoir mettre en place un mécanisme de prévention, de résolution des conflits. Or, quand vous regardez au niveau de la CEMAC, la CEAC a exclusivement pour mission principale le développement économique des États membres. Pour dire que quoi? Pour dire que sur le plan quand on regarde les deux États, l'aspect sécuritaire, la stabilité des États est relégué au second plan en ce qui concerne la CEMAC. Cela ne suffit pas. Oui, mais Rodrigue, je ne sais pas si Rodrigue qui le disait, le docteur Domo, indiquait que cela est lié au fait que les pays de l'Afrique de l'Ouest ont une longue tradition de conflits. Et à la différence des pays de l'Afrique centrale qui se sont retrouvés dans ces situations d'instabilité. Mon cher Duval, le fait d'être en face permanente des conflits ne vous donne pas absolument la possibilité de dire que vous avez une longueur d'avance par rapport aux autres. Vous pouvez être chaque jour dans les conflits, mais ne pas avoir se trouver le là pour pouvoir les résoudre. Yeah. Mais justement parce que quand vous regardez dans son ensemble, les pays de la CEDEAO sont plus ancrés démocratiquement que les pays de l'Afrique centrale. Est-ce que vous savez qu'en Afrique centrale, il est impossible qu'on puisse parler ce que je peux dénommer club des anciens présidents? Quand vous parlez de médiation, quels sont les médiateurs? La médiation, ce n'est qu'un mode alternatif de résolution des conflits. Mais maintenant, c'est la qualité de celui qui est médiateur qui pèsera. Regardez le mouvement du 5 juin au Mali. Oui. C'est justement parce que ceux qui sont comme des médiateurs ou des envoyés spéciaux ont du poids, de la qualité pour pouvoir parler et se faire entendre. Alors qu'en Afrique centrale, bien qu'il y ait cette volonté, vous ne pouvez pas trouver effectivement des présidents pouvant jouer ou les chefs de gouvernement pouvant jouer ce rôle-là. Allons-y au cas par cas. Si on prend le Cameroun, vous verrez qui? En Guinée équatoriale, vous verrez qui? Au Tchad, vous verrez qui? Alors, quand vous prenez la Gambie, quand vous prenez le Nigeria, quand vous prenez la Sierra Leone, quand vous prenez le Bénin, quand vous prenez le Togo, il y a assez de matières grises de personnalités qui peuvent descendre et dire, ben voilà, nous pensons qu'il est temps de résoudre passivement ce que nous voyons là. Alors, donc en fait pour vous, au-delà de cette longue tradition guerrière, il y a la qualité des hommes qui sont impliqués dans la médiation de ces conflits. Ces pays sont plus démocratiquement ancrés que ceux de l'Afrique centrale. Et par ricochet, donc, la qualité des hommes qui portent le costume de médiateur compte énormément. Quand vous regardez l'article 58 de l'acte constitutif de la CEDEAO, vous vous rendez compte que à l'analyse faite, à l'observation prête,
Ils n'ont pas encore mis en place, je peux me tromper, ils n'ont pas encore mis de façon opérationnelle leur force, cet instrument militaire pour pouvoir résoudre les conflits. Parce qu'ils sont dans la prévention des situations conflictuelles et ils sont dans la médiation. Voilà pourquoi en Afrique de l'Ouest, c'est plus fluide en matière... Les Comores a été mis en place. Hein. Les Comores a déjà été mis en place. Depuis 91. Depuis 91. C'est ce que je dis, les Comores. C'est la force, je veux dire, c'est la force armée multinationale de l'espace militaire d'intervention. Alors, ça a déjà été sur le terrain à plusieurs reprises d'ailleurs. Non, écoutez, non, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Quand je parler voulais de... comprendre qu'ils ne mettent pas cette force en avant. C'est d'abord la médiation qui est privilégiée. Et ceux qui partent pour engager cette médiation-là, ce sont des gens qui ont été des anciens présidents. L'Afrique de l'Ouest gagne ou alors a une longueur d'avance en matière de dynamique de proposition ou alors de résolution des conflits internes ou interétatiques parce que ces pays-là, je le redis, sont démocratiquement plus ancrés que ceux de l'Afrique centrale. Quand vous regardez l'Afrique centrale, véritablement, vous ne voyez pas un seul qui puisse faire le poids. Regardez le cas de Bakassi. Quelle a été l'attitude de la CEMAC? C'était du silence absolu. C'était du silence absolu. Le Cameroun pouvait faire comme, je veux dire, pouvait se défendre comme bon lui semblait. Alors, quand vous regardez le cas de prenons la Gambie, quand Yaya Jammeh est battu, il refuse de laisser le pouvoir à Adama Barrow. Vous avez vu la batterie diplomatique qui a été mise sur pied par la CEDEAO. Donc, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire tout simplement que, au-delà de ce que les précédents orateurs ont dit, nous sommes unanimes sur un seul point, que, effectivement, en matière de proposition des alternatives pour résoudre les conflits internes et interétatiques, l'Afrique de l'Ouest est avancée que l'Afrique centrale. Mais maintenant, les causes de cette avancée ne sont pas pour moi ce que d'autres ont expliqué, c'est-à-dire l'antériorité dans la naissance, l'homogénéité ou alors la diversification ou la diversité des... Et pour vous, c'est la gouvernance, c'est l'avancée démocratique. Parce que c'est plus avancé démocratiquement que les autres. Si vous permettez, Duval. Non, je vais ajouter. En fait, on n'est pas très éloigné, maître, vous et moi, sur la position. Quand vous dites qu'ils sont plus avancés démocratiquement. Je vais vous faire remarquer, c'est exactement la même chose que je disais qu'au lendemain des indépendances. C'est le premier bloc qui pense que l'Afrique, qui a déjà, si on veut, une certaine homogénéité, parce qu'il y a eu dans cette partie-là un même colonisateur. Et il dit, si on se divise, on devient plus faible. Pourquoi ne pas rester unis et gérer nous-mêmes, avoir nous-mêmes le contrôle de notre propre destin? Ça part de quoi? Ça part de ce que l'idée du panafricanisme, si on veut, lorsqu'on cite les noms des pères fondateurs africains du panafricanisme, vous avez très bien remarqué que la plupart des noms sont des personnes ressortissantes d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire les chefs d'État qui ont mis sur pied cette démocratie-là dont vous parlez aujourd'hui. Oui, en ce sens-là, je dis que vous et moi ne sommes pas éloignés. Quand je faisais remarquer qu'ils avaient pensé avant l'Afrique centrale à se mettre ensemble, c'est-à-dire que les hommes qui étaient à la tête de ces États, en ce moment-là, effectivement, étaient déjà touchés par l'esprit du panafricanisme. On va citer Kwame Nkrumah, on va citer Sékou Touré, on va citer Diori Mani, on va citer Modibo Keïta. Allez chercher dans les pères fondateurs du panafricanisme. C'est les noms qui reviennent. Et si maintenant on ajoute des chercheurs, des penseurs de la négritude comme Cheikh Anta Diop, vous voyez très bien. Je peux et là, relancer, ça peut expliquer effectivement. Je peux vous relancer si vous permettez. Allez, c'est un échange. Mon souci, c'est celui de la qualité des hommes, des médiateurs. Je prends un exemple. Vous pensez le mouvement M25. Aujourd'hui, je pense que c'est aujourd'hui que le quattro des chefs d'État ouest-africains arrivait au Mali. Pensez-vous que si on avait mis un président en exercice
de l'Afrique centrale, ils pouvaient être écoutés. Voilà. On parle de la même chose. Je voulais parler des mouvements et des idées. Moi, je parle des personnes. Oui, bien sûr. Il faut d'abord comprendre les mouvements. Ce sont les productions sociales. Voilà, ce sont les productions sociales. Non, on parle de la même chose. Maintenant, on va arriver sur le contemporain là maintenant. Au prochain tour de parole. Je voulais revenir sur ce que Maître disait. Il ne faudrait pas qu'on fasse une fixation sur les personnes. Parce qu'on peut avoir toutes les grandes personnalités, même les présidents, et que la mission échoue. Il faudrait plutôt qu'on fasse une fixation sur les institutions. Il faut reconnaître que si l'intégration véritable n'a toujours pas eu lieu en Afrique centrale, c'est aussi à cause du colon qui a continué à instrumentaliser même nos dirigeants. Il ne faut pas nier cela. Il a parlé tout à l'heure des frontières même qui ont été faussées. Ça a été faussé à dessein. Il faut inciter. Je crois qu'en faisant une fixation sur les personnes, je crois que c'est fausser le débat. Il faut déjà reconnaître en toute chose, et c'est le problème qu'on repose très souvent à la CEMAC ou bien à la CEAC, je préfère le dire. C'est le problème du respect de la parole donnée. On parle en latin, ça s'appelle le pacta sunt servanda. Très souvent, les décisions sont prises, mais on se rend compte qu'il y a un fossé, un abîme entre les décisions qui sont prises au niveau de l'organe central et les populations qui ne ressentent pas l'implémentation véritable des décisions qui ont été prises. On a beau clamer la liberté de circulation, la liberté des échanges, l'union monétaire ou bien douanière vers laquelle on tend, mais jusqu'à présent, depuis plus de 20 ou 30 ans, on attend toujours, même un embryon, n'est-ce pas, de l'implémentation de ce genre de décision. Donc il faudrait déjà qu'on respecte déjà la parole donnée. Et c'est fait à dessein. Quand je parlais tout à l'heure de l'instrumentalisation, de la désintégration économique, ou bien la désintégration même de la sous-région, qui est faite par le colon, il ne faut pas négliger cet aspect. En Afrique de l'Ouest, ils sont très avancés. Oui, mais ce sont les causes, c'est ça, là, ce sont les causes des conflits. Nous ne sommes pas encore au niveau de cause. Il m'a dit qu'on nous ne sommes pas encore au niveau de frontières, là. Duval, j'ai eu des conflits qui, pour moi... J'ai eu le privilège de visiter, il n'y a pas longtemps, 6 pays de l'Afrique de l'Ouest. Je vous dis qu'ils sont avancés même au niveau de la mentalité. Nous sommes tous d'accord. L'éducation. Même au niveau, parce que ça commence également là. C'est-à-dire, même au niveau du patriotisme. Parce qu'il ne faut pas nier cela, même au niveau du patriotisme. Ici, on a le sentiment que ou bien la plupart des ressortissants de la zone ou bien de la CEAC se comportent comme des étrangers chez eux. Parce qu'il faut également insister sur cet aspect patriotisme. Et la faute à qui? On a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, d'un problème de gouvernance. C'est à tous les niveaux. Il ne faut pas également nier cet aspect. Mais je crois qu'il ne faudrait pas qu'on fasse indéfiniment une fixation sur les personnes. Mais Dr Dassapo, qu'il développe davantage avant de vous remettre la parole, lorsqu'il parle de la capacité, je veux dire, de l'aura, du charisme des individus qui sont commis à la médiation, il a fait une comparaison, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, et on a bien vu qu'effectivement, dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, on a des anciens chefs d'État, des gens qui ont délibérément quitté le pouvoir et qui ont donc, je veux dire, suffisamment de hauteur pour pouvoir prendre la parole et convaincre, ce qui n'est pas le cas pour l'Afrique centrale. Mais vous semblez insister davantage sur le rôle du colon. Mais on pourrait dire qu'en Afrique de l'Ouest, tout comme en Afrique centrale, les pays ont été colonisés. Oui, mais il faut voir le processus par lequel la décolonisation s'est passée dans ces pays-là. Et comment ça s'est passé en Afrique centrale. Mais à ce moment-là, vous rejoignez donc l'analyse qu'ils ont fait sur les cloisons linguistiques. Oui, mais oui, je veux dire sur l'impact de oui, et quand sur l'héritage colonial. Vous avez parlé des cloisons linguistiques. Quand on prend l'Afrique de l'Ouest qui est constituée, n'est-ce pas, de 15 États. Mais dans les 15 États, ce n'est pas majoritairement des pays d'obédience anglo-saxonne. Donc je crois que c'est pratiquement du 50-50%. Donc on ne peut pas essentiellement s'appesantir sur les cloisons linguistiques pour justifier le fait que la CEDEAO soit en avance sur la CEAC. Je voudrais rebondir suite à l'intervention de Maître pour dire que je suis d'accord qu'il ne faut pas aussi faire une fixation sur des individus parce que toute cette analyse, nous analysons pour comprendre pourquoi est-ce que le processus est lent. C'est parce que ce processus est lent qu'on n'a pas de ces individus. Les individus ne naissent pas d'eux-mêmes. Les individus sont des produits, en fait, de ces processus sociaux, de ces processus institutionnels. Ce sont eux qui produisent des individus. Et c'est pour ça que je voudrais l'interpeller, parce qu'il dit que ce sont les avancées démocratiques
qui ont engendré les avancées de l'organisation. De formulation de réponse. La dynamique de développement de l'organisation sous-régionale qu'est la CEDEAO. Mais je voudrais dire, je crains bien qu'on se retrouve dans l'histoire de entre la poule et l'œuf qui est arrivé au monde avant l'autre. Parce que je crains fort que ce soit plutôt le contraire. Est-ce que ce n'est pas parce que cet organisme-là joue un rôle majeur dans la régulation sous-régionale qu'il y a eu un impact sur le processus de démocratisation? Notamment, on a vu des cas d'intervention dans des crises post-électorales où cet organisme a agi efficacement. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire plutôt que, mais c'est parce qu'il y a l'organisme fort en place, mise en place, voilà, qui a eu cette dynamique, que cette dynamique des individus oui, bien qui sûr, ont l'aura et le charisme. Parce qu'en même temps, j'ai l'impression aussi qu'il est focalisé sur, lorsqu'il parle des individus charismatiques, quand même, on ne manquerait pas dans une sous-région comme la nôtre d'individus. Mais sur le fait qu'il développe, c'est indiscutable. Je comprends en fait, comprends en fait quel est son problème. Mais je voudrais dire, il cherche à faire les anciens chefs d'État qui voudraient porter la dynamique. Mais en fait, il n'y a pas que ça. En même temps, lorsqu'on parle d'individu qui est de l'aura, qui est du charisme, d'envergure pour porter une telle dynamique, il ne faut pas qu'il soit nécessairement des anciens chefs d'État. Je crois qu'il y a un élément que nous avons assez négligé au début, à savoir l'histoire philosophique des différentes régions. Le patrimoine philosophique du panafricanisme est essentiellement logé dans cette sous-région. Et je crois que c'est dans cette dynamique philosophique, c'est dans cette culture, notamment la culture patriotique, léguée par ces pères du panafricanisme, comme les Nkrumah et tous les autres, qui ont engendré l'émergence d'une culture à la fois patriotique, mais aussi d'une culture communautaire. Et cette culture-là qui produit les institutions, et puis ce sont les institutions qui vont produire des hommes. Ce ne sont pas les hommes qui produisent les institutions, ce sont les institutions qui produisent des hommes. Même s'il faut dire que à la base de la création des institutions, il faut des cultures. Et c'est là où entrent en scène des éclaireurs. C'est là où entrent en scène les pères fondateurs du panafricanisme. Et un autre élément que je voudrais relever pour sortir, nous l'avons aussi négligé comme cause, c'est le colon. Nous avons évoqué tout à l'heure la question de l'hétérogénéité de l'héritage colonial de la sous-région. Et vous m'avez demandé si ce n'était pas plutôt un facteur négatif dans la constitution de la communauté. Un obstacle à la constitution de la communauté. Oh que non. Pourquoi? Parce qu'il faudrait voir les choses sous un autre angle. Est-ce que la communautarisation du colon dans la sous-région Afrique centrale nous a pas assez fragilisés? C'est-à-dire à colon commun, on a eu la même dynamique de diviser pour mieux régner. Tandis que dans la sous-région, avec une diversité des colons, il y a cette dynamique de diviser pour mieux régner a été plus faible parce que chacun ayant son colon. Et ce qui fait que donc, la dynamique de communautarisation a été plus avancée dans cette sous-région. Précision. Je voudrais juste lever une équivoque. Peut-être on se méprend un peu sur les pays qui composent la CEAC. Parce qu'il ne faut pas faire la confusion entre la CEAC et la CEMAC. Absolument. Parce que dans la CEAC est composée de 10 États. Donc, c'est-à-dire en dehors les membres de la CEMAC, il y a l'Angola, ensuite il y a le Burundi, il y a le Sao Tomé et Principe. Parce qu'on a le sentiment que quand on parle de la CEMAC, c'est rien que les pays, n'est-ce pas, de l'Afrique centrale, enfin, et en dehors, n'est-ce pas, de celui, il y a également la RDC que j'ai oublié. Voilà, donc je voulais juste le absolument. Et quand on parle de CEMAC, c'est vraiment communauté économique et monétaire avec des objectifs essentiellement économiques. Alors que lorsqu'on parle de la CEAC, il y a d'autres institutions qui sont greffées par la suite. On parlait tout à l'heure du COPAX, du MARAC, du mouvement d'alerte rapide d'Afrique centrale, et même du FOMAC. La force africaine. Oui, mon cher Duval, je voudrais repréciser ma pensée. Apparemment, je me rends compte que il faudrait revenir au thème ou alors à la problématique centrale. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut parler d'une universalité de règlement de conflit dans les deux espaces communautaires, c'est-à-dire CEDEAO et CA? Moi, je ne rentre pas dans les causes du conflit. Le conflit, ou alors les conflits sont là. Est-ce que, je veux dire, comment est-ce que les deux gèrent? Parce que cette affaire de frontières, ce sont les causes des conflits.
Je ne suis pas à ce niveau. Il faut qu'on se comprenne. Maintenant, pourquoi dans l'espace, pourquoi dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, il y a cette dichotomie en termes de méthodologie de résolution des conflits. Oui. Je réponds donc en disant tout simplement que quand vous regardez même les objectifs que se sont assignés les deux organisations sous-régionales, vous vous rendez tout simplement compte que la CEEAC a beaucoup plus pour objectif premier le développement économique ou alors des politiques économiques des États membres. Et l'harmonisation des politiques économiques. Et quand vous regardez l'acte constitutif de la CEDEAO, vous vous rendez compte que, au départ en 1975, c'est d'abord le développement économique et sous la pression des conflits internes et interétatiques, elle s'est donné un deuxième objectif principal aussi, qui est le maintien de la paix. Dans mais on pourrait en dire de même pour l'Afrique centrale. Non, l'Afrique centrale. Et maintenant, pourquoi est-ce que la CEDEAO ou alors les États de l'Afrique de l'Ouest sont plus avancés? Je le dis que nous pouvons éplucher ici, là, étudier tous les modes alternatifs de résolution des conflits inter-États. Mais ça ne va pas nous expliquer en quoi la CEDEAO est plus avancée. Ce n'est pas son antériorité dans sa mise sur pied. Moi, je ne le pense pas. Vous pouvez être le grand frère en termes de naissance, mais être médiocre sur le terrain de l'opérationnalisation de vos idéaux. Il faut qu'on se comprenne bien. La CEDEAO est très dévancière de la CEEAC et de la CEMAC, mais alors, les États qui la composent ont su mettre sur pied des institutions fortes, des institutions démocratiques. Tout à l'heure, vous avez, le précédent orateur a dit que... Est-ce que ce sont les institutions qui ont produit les hommes ou ce sont les hommes qui ont mis en place des institutions? Quand vous regardez le cas de la CEDEAO, alors vous vous rendez compte que ce sont les hommes qui ont mis sur pied des institutions fortes. Revenons au cas du Nigeria, de Goodluck Jonathan à Buhari. Est-ce que mon précédent orateur peut me dire ce que la CEDEAO a fait là-bas comme pression pour laisser le pouvoir à l'autre? Il n'y a rien. C'est justement parce que là-bas, ils ont des structures, des institutions fortes. Et maintenant, quand l'autre, je veux dire, quand Jonathan laisse la place, il rentre dans le club, un club d'élite, le club des anciens présidents de cet espace-là. Et ils ont un forum, s'il vous plaît, le forum des anciens présidents de l'Afrique de l'Ouest. Ça permet à ce qu'ils peuvent facilement aborder le statut de médiateur et avoir l'aura de pouvoir parler et réunir les forces divergentes sur le terrain de la guerre civile ou de la désobéissance civile, comme ce que nous voyons au Mali. Moi, je vous dis sincèrement, je ne veux pas faire de fixation sur des personnes. J'analyse juste les deux espaces pour dire que si vous prenez, s'il y a un cas actuellement dans l'espace CEEAC, que ce soit à Sao Tomé, vous envoyez un président, même en exercice. Parce que si on regarde un ancien président, on ne va pas trouver. Mais vous prenez un président en exercice, vous envoyez là-bas, on va dire tu n'es pas un exemple. Donc il faut essayer de nous excuser. Laisse-nous gérer notre marigot, comme disait quelqu'un. Tu n'es pas un exemple. Oui, c'est comme ça. Non, je voudrais effectivement insister sur un point. Je pense que et là, ça peut faire l'unanimité autour de ce plateau. Parce que ce que Maître ne perçoit pas très bien lorsqu'on parle, quand il dit que là-bas, la démocratie est plus ancrée, ça, c'est qui est certain, hein, Maître. Mais il ne veut pas comprendre que qu'est-ce qui a produit ces hommes-là. Et c'est où moi je voudrais qu'on parte, partant du postulat du panafricanisme. Ce n'est pas venu, puisqu'on a eu les mêmes colons. À côté de nous, il y avait l'Angleterre au Nigeria, qui a pris une partie du Cameroun, il y avait la France. C'est les mêmes colons, dans les deux sous-régions. Pourquoi est-ce que l'approche, justement, à la fois de l'intégration et du règlement des conflits, paraît aux antipodes, lorsqu'on compare les deux sous-régions? Précisément, il faut donc voir à qui est-ce qu'on a légué, si on veut, les États naissants après les indépendances. Entrez dans l'histoire du Cameroun, du Gabon, vous voyez très bien comment on donnait le pouvoir. C'était même du ridicule à la limite. Par contre, étudiez un peu l'histoire du panafricanisme. Étudiez un peu ces courants néolibéraux qui étaient dans les universités en Europe et qui ensuite sont revenus prendre le pouvoir dans les États respectifs.
Quand vous citez la dizaine de noms, la demi-douzaine de noms qui mettent sur des personnes ayant mis sur pied le panafricanisme, mais vous cherchez un peu les noms des personnes qui viennent de l'Afrique centrale. Hein. Vous cherchez un peu. Donc vous ne pouvez pas occulter l'aspect panafricaniste, l'aspect du panafricanisme dans cette avancée-là. Ce n'est pas possible. L'antériorité, je suis d'accord avec vous. Vous pouvez être l'aîné de quelqu'un de 30 ans, mais vraiment être son cadet en matière de réflexion. En Afrique centrale, il n'a pas eu de courant. Aucun État de l'Afrique centrale n'a été touché par le courant. Non, c'est pas compliqué, non. Non, attends, c'est pas compliqué. Allez dans l'histoire, non. Vous cherchez, c'est pas difficile. Ce n'est pas la conjecture. Allons-y, allons regarder. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Allons regarder. Quel est le quota? Voilà. Non, s'il y a quand même eu. Donc, ça permet donc de comprendre. Parce qu'en même temps, si vous êtes le seul panafricaniste dans un courant où les gens ne comprennent pas ce que vous dites, c'est clair que vous serez très rapidement mis en minorité. Mais si vous avez des interlocuteurs, est-ce que vous vous rendez compte qu'en 1957, les gens avaient déjà mis sur pied une fédération en Afrique? Aujourd'hui, l'Union africaine tente en vain de mettre le passeport panafricain sur pied, ça ne marche pas. En 1957, des gens avaient déjà fait cela. Mais c'est clair que les personnes qui vont descendre de ces personnes-là, qui vont suivre les traces de ces personnes-là, naturellement seront plus en avance que d'autres. Donc nous ne sommes pas, il n'y a pas de divergence entre nos points de vue. Nous sommes tout à fait d'accord, enfin moi je suis d'accord avec toi. Cependant, si on enlève le fait que bon, on est en 74, c'est juste parce que non. Et on oublie le fait que il y a eu Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Cheikh Anta Diop, Léopold Sédar Senghor, Houphouët Boigny, on peut à un moment donné épiloguer sur leur fait d'armes et autres. Mais dire que ces personnes n'ont pas hésité, ça devient compliqué. Lorsqu'on est donc d'accord sur ce postulat de base là, effectivement, on peut comprendre la dynamique qui se met en place et naturellement, on veut dire cette façon de résoudre ce conflit-là aujourd'hui. Maintenant, comment est-ce que l'Afrique centrale peut rattraper le retard? Est-ce que l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est aussi dynamique, hein, les conflits, avant il n'y avait pas le phénomène djihadiste, les phénomènes transnationaux, un groupe armé qui naît à l'Ouest, qui traverse toute l'Afrique, ça n'existait pas. Comment est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, l'Afrique de l'Ouest peut justement, partant de ces postulats-là, pouvoir se réadapter pour justement pouvoir freiner ces mouvements insurrectionnels qui naissent comme ça et qui n'ont pas de... La piste que je voudrais qu'on explore maintenant, parce qu'on a deux leviers. Il y a la question des conflits interétatiques, il y a également les crises internes au sein des États. Et si on prend le prétexte du Mali, ça veut dire que ce qui nous intéresse le plus, c'est les crises internes. Dans les États. Lorsqu'on regarde dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, effectivement, Dr Dassa, on remarque qu'il y a eu des crises internes dans différents États et on a vu l'implication de la CEDEAO. Et la CEDEAO, d'une façon ou d'une autre, s'est montrée présente et a aidé très souvent à la résolution de ces crises-là. Dans le cas de l'Afrique centrale, ça n'a pas toujours été le cas. La question que je pose, c'est celle de savoir comment on peut faire en Afrique centrale pour essayer de rattraper ce gap. Je crois que le véritable problème en Afrique centrale, c'est un problème de survivance même des égoïsmes souverainistes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont encore ancrées à la souveraineté ou bien à l'intégrité du territoire en invoquant le fallacieux prétexte de la souveraineté nationale. J'ai pris le cas tout à l'heure de la libre circulation des personnes. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi jusqu'à présent, ça n'arrive pas à être implémenté. S'il faut prendre le cas des pays de la CEMAC, dans les 6 pays, il n'y a que le Cameroun et le Tchad qui sont un peu plus favorables, n'est-ce pas, à cela. Oui, le Tchad, la Centrafrique. Je me félicite déjà, mais c'est juste je ne sais pas, peut-être je prends le risque, n'est-ce pas, de l'accord qui a été passé hier entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. Mais quand je me souviens qu'il y a 17 ans aujourd'hui, en novembre 2003, il y a eu rétro-pédalage de la même Guinée équatoriale, j'ai des frissons. Pourtant, tout était acté et il n'y a pas plus tard que 2 ans, on a appris qu'il y avait un mur qui était en construction pour séparer les 2 États. On n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Et puis, il me semble que les États qui agissent de la sorte, c'est au grain, n'est-ce pas, des ressources, peut-être du sous-sol qui sont découvertes. Quand on se sent très fort, on ferme les frontières, on vit sous une espèce de protectionnisme. Pourquoi c'est difficile en Afrique centrale? Je me suis appesanti tout à l'heure sur le rôle négatif, n'est-ce pas, du colon. Vous n'avez pas semblé voir vers où je partais. J'ai également dit qu'il ne faudrait pas qu'on ait le sentiment que l'expérience de la résolution des différends ou bien des conflits a commencé en 1975. L'Afrique a une vieille expérience de résolution des conflits au travers de la palabre africaine.
Bien avant l'arrivée du colon, on résolvait nos conflits. Le virus a été justement inoculé par le colon, notamment en faussant même le tracé, n'est-ce pas, des frontières. C'est à partir de là même qu'il y a des crises qui sont nées. Et au-delà de cela, regardez ce qui se passe aujourd'hui en Libye, avec la chute de Kadhafi. Toute l'explosion de l'irrédentisme islamique dans le monde, c'est à cause de la chute de Kadhafi. Le mouvement Boko Haram un peu partout. Voilà. Donc, et même dans le monde entier, il y a des armes qui circulent un peu partout et autres. Donc, pour revenir à l'Afrique centrale, c'est un peu très compliqué. Et je voulais encore dire ceci, c'est-à-dire pour revenir sur une préoccupation qui m'est chère. Il n'y a pas de recette miracle pour la résolution, n'est-ce pas, des différends. À partir du moment où les dirigeants ou bien les personnes qui ont en charge le destin, n'est-ce pas, des peuples ne seront pas sérieux ou bien ne prendront pas en compte l'avenir, n'est-ce pas, de la nation, on aboutirait toujours au même résultat. Dr. Domou, sur la question des solutions, puisque on remarque très bien qu'il y a des difficultés au niveau de la sous-région Afrique centrale à pouvoir implémenter des politiques de médiation qui réussissent. Qu'est-ce qu'on peut copier en Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'il y a, puisqu'on a parlé des acteurs tout à l'heure, est-ce qu'on peut explorer la piste religieuse? Malheureusement, en ce qui concerne la piste religieuse, c'est encore l'Afrique de l'Ouest qui est le modèle. Avant de vous répondre, je reviendrai d'abord pour dire que j'ai pu quand même puiser de son intervention, l'intervention de mettre quelque chose qui nous est commun, les mécanismes d'émergence du leadership en société, leadership individuel et puis leadership organisationnel. Il semble que, pour les mêmes raisons que nous avons évoquées tout à l'heure, notamment les pères fondateurs, Kwame Nkrumah et autres, la dynamique de leadership soit plus développée, soit plus avancée en Afrique de l'Ouest que chez nous. Et donc, pour que des figures de pro émergent de la société, pour que des hommes charismatiques émergent de la société, pour que cela se fasse de manière plus évidente, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments. Ce que nous avons évoqué tout à l'heure. Il semble que l'Afrique de l'Ouest a réuni. Et puis, ce sont ces figures charismatiques qui en viennent à produire des dynamiques sociales que nous analysions tout à l'heure. Donc, au moins ça, je le retiens. Parce que, j'ai dit tout à l'heure, ce sont les institutions qui produisent des hommes. Mais il faut reconnaître que les innovations viennent d'où? Les grands changements viennent d'où? Les grands changements viennent de ce qu'à un moment donné de l'histoire émerge de la société. Bien évidemment, je ne vais pas entrer dans la suite des innovations pour comprendre d'où est-ce qu'ils viennent, toujours par les mêmes mécanismes sociaux. Émergent dans l'histoire des individus, des figures charismatiques qui en viennent à imparter l'histoire, imparter les changements sociaux pour leur inoculer des dynamiques nouvelles. Et c'est ce que cette sous-région a bénéficié, ce dont cette sous-région a bénéficié pour avoir cette longueur d'avance sur nous. Maintenant, quand on revient à la sous-région... Il faut qu'il y ait un environnement qui soit favorable à l'émergence de ce leadership. Oui, toute la sociologie, si je pourrais dire que j'ai une sociologie aujourd'hui que je suis en train de mettre en place, est basée essentiellement autour je suis un duquémien pur, autour de ce que il faut qu'il y ait un ensemble de facteurs pour produire la réalité sociale, pour produire des comportements. Ces facteurs peuvent être sociopolitiques. Bien, ces facteurs peuvent être bien anthropologiques. Mais dans tous les cas, ces facteurs sont multiples. Parce que les réalités que nous analysons étant des réalités essentiellement totales, c'est-à-dire plusieurs visages. Maintenant, je voudrais revenir dans le cadre de la sous-région. Quel espoir pour l'avenir? La sous-région Afrique centrale, je veux dire, la CA peut rattraper le retard. Et est même d'ailleurs en train de rattraper le retard. Pourquoi? Parce que je l'ai mentionné à l'introduction que les éléments qui ont participé au développement de la CEDEAO se ressemblent de plus en plus chez nous. Et donc je crois que avec la transfrontalisation de la guerre, des crises à la fois, des crises sécuritaires chez nous, est un élément majeur qui participe à développer ces organismes sous-régionaux, ces organisations sous-régionales. À côté de ça, il y a cette dynamique de leadership dont on parlait tout à l'heure, où on a des figures naissantes qui jouent un rôle fondamental dans ce processus. Et pour ce qui est de l'implication des acteurs
de la société civile, notamment l'Église. C'est l'une des pistes qui est de plus en plus aujourd'hui envisagée en matière de gestion des conflits à travers le monde, notamment en Afrique, et sur laquelle travaillent beaucoup les Nations Unies à travers ces différents organismes que nous connaissons, à savoir impliquer les organisations de la société civile dans la gestion des conflits. Parce que l'on s'est rendu compte que la solution militaire est l'une des solutions à abandonner aujourd'hui, en raison de la démocratisation du marché des armes. Et en raison aussi de la transfrontalisation des guerres. Vous ne pourrez plus dorénavant faire face aux soldats camerounais parce qu'ils ne sont plus que camerounais. Il y a les Centrafricains parmi, et puis avec ces frontières de plus en plus boueuses, il devient de plus en plus difficile de mobiliser la piste de la riposte armée. Et maintenant, en ce qui concerne la gestion participative des conflits, pour retourner en quelque sorte à une sorte de approche africaine de la gestion des conflits, notamment à travers le modèle, la pédagogie de la palabre africaine, l'on est de plus en plus interpellé à impliquer les populations. Parce que le comble qu'on a avec les processus sécuritaires chez nous, Duval, c'est que, en fait, d'où naissent les conflits chez nous? Les conflits naissent, notamment les conflits que nous avons en Afrique actuellement, les conflits naissent de ce que la dynamique politique est une dynamique essentiellement importée et en rupture totale avec la dynamique sociale. Face à la dynamique politique, notamment au leadership politique mis en place à nos gouvernants, il y a des groupuscules qui se créent, ne disposant d'aucun moyen d'accéder aux ressources politiques, mais aussi d'autres ressources, font recours à d'autres formes de moyens, notamment les moyens armés. Mais sauf que cette fois, ne pouvant pas disposer des ressources politiques nécessairement pour aller compétir, ils mobilisent donc les ressources sécuritaires. Ils mobilisent la guerre comme instrument de compétition. Maintenant, pour faire la guerre, puisque le chantier politique est un chantier essentiellement inaccessible pour eux, ils font recours aux dynamiques sociales africaines. Parce que la fabrique politique et sociale africaine est essentiellement communautaire. C'est pour ça que vous allez voir, la plupart des conflits que nous avons sont des conflits à connotation communautaire, connotation ethnique et aussi dans une certaine mesure connotation religieuse. Maintenant, puisque les conflits prennent des connotations communautaires et donc des connotations sociales, il faut que la riposte suive le même chemin. D'où le recours aujourd'hui à la pédagogie de la gestion participative. Maintenant, le rôle, l'Église, parlant des acteurs majeurs de la société civile, l'Église reste, la religion de manière générale reste un acteur majeur. Parce que on a vu dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest, dans certaines crises internes, on a vu le rôle joué par certains imams, des grands imams, qui sont considérés comme des chefs de confrérie, autour desquels les gens s'asseyent, discutent, échangent. On a vu également dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, on a vu quelques essais avec l'Église catholique. Si on prend le cas du Congo, par exemple, la question que je voulais savoir, c'est celle je voulais justement qu'on essaie de voir quel peut être le niveau d'implication des religieux ou bien de la religion dans la gestion des conflits. Est-ce que dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, dans le cas de l'Afrique centrale, on voit cela? Est-ce qu'il y a une ressemblance ou les différences sont encore... Les différences sont encore très pointues. Je me souviens, je crois que c'était sur ce plateau, j'ai été l'invité du journal du 20h par Cédric Nofele, où j'essayais d'analyser la dynamique de l'implication de la conférence épiscopale d'Afrique du Congo dans les crises post-électorales au Congo et la conférence des évêques du Cameroun dans les crises post-électorales camerounaises, où j'ai relevé, n'est-ce pas, le fait que c'est la même réalité. Au Congo, la conférence épiscopale était très développée. Et puis, il faut reconnaître que de l'autre côté de la CEDEAO, c'est plus développé encore, la dynamique de l'Église, l'Église en tant que force sociale. Tandis que chez nous, on a une conférence épiscopale chez nous. La mobilisation des acteurs de la société
civile, notamment des acteurs religieux dans la société civile dans notre région, va être aussi un peu fragilisé par une sorte d'hétérogénéité aussi de la région. C'est vrai quand même que lorsqu'on parle des forces religieuses, puisqu'on est en contexte de diversité religieuse, d'hétérogénéité religieuse, il faut, c'est la force écuménique qui porte, c'est la force interreligieuse qui porte. Mais sauf que la dynamique aussi d'écuménisme est aussi un peu faible dans notre région. La dynamique du dialogue interreligieux est aussi une dynamique assez faible. Et puis la sous-région Afrique centrale est une sous-région à forte connotation, contrairement à la région de la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest, la sous-région de l'Afrique de l'Ouest est une sous-région à forte connotation davantage chrétienne que la leur, qui a un grand pan islamique qu'on peut facilement mobiliser. Maintenant, chez nous, la proximité de ces organisations religieuses, notamment chrétiennes, puisque c'est ça qu'il est question, avec les pouvoirs en place font que la mobilisation de ces acteurs religieux devient encore problématique dans notre environnement. En tant qu'une force à laquelle les masses populaires vont se reconnaître et qui pourra jouer un rôle majeur dans le processus de résolution des conflits, notamment celui de la médiation. Maître Achille, quelles peuvent être les solutions à envisager? Parce que si on regarde les conséquences sont terribles pour ce qui concerne ces conflits, qu'on soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Au regard justement de l'impact de cette instabilité politique, qu'est-ce qu'on peut suggérer comme solution, notamment en Afrique centrale, où on remarque que cette dynamique n'est pas encore suffisamment forte pour pouvoir avoir une sous-région qui soit nettement plus stable? Ben voilà, vous faites bien, mon cher Duval, de préciser que les conséquences sont véritablement effroyables, beaucoup plus du côté de la population. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je voulais d'abord faire une observation relativement au précédent orateur qui se posait la question comment faire pour que la CEAC ou la CEMAC puisse rattraper son retard en la matière, puisque nous sommes tous tombés d'accord qu'il ne peut pas avoir d'universalité dans la recherche des solutions aux conflits internes ou interétatiques. Je voulais tout simplement dire que s'il faut formuler la question comme ça, ce serait fait comme si les États de la CEDEAO doivent aussi rester sur le point statique. Donc, pour rattraper, non. Comment faire pour que de façon globale, cela s'améliore? Les États de la CEAC ou de la CEMAC puissent mettre sur pied des véritables dynamiques de proposition des solutions aux conflits interne, puisque nous parlons vous avez dit que si nous élargons le cas des conflits interétatiques, nous restons dans le cas des crises internes ou sociales. Mon cher Duval, je vais rappeler ici que j'ai peut-être l'avantage d'avoir deux casquettes, ou alors je suis aussi un homme politique de terrain. Donc je vais commencer par dire que la première solution, les États de la CEAC ou de la CEMAC doivent aller à l'école de la véritable démocratie. Les États de la CEAC doivent aller à l'école de la véritable démocratie. Quelqu'un parlait tout à l'heure de pacta sunt servanda. Effectivement, le respect de la parole donnée. Vous ne pouvez pas mettre sur pied des lois et après les appliquer à tête chercheuse. C'est ça. En Afrique centrale, tant qu'il n'y a pas de véritable institution démocratique, on n'aura véritablement pas une situation propice pour pouvoir arriver à ce que nous voyons en Afrique de l'Ouest. Nous voulons avoir en Afrique centrale des hommes qui font parler d'eux, les hommes qui ont fait l'histoire, qui ont écrit les pages entières de l'histoire de leur pays. Les hommes qui ont de l'aura pour pouvoir faire des propositions. Alors, en Afrique centrale, pour le moment, véritablement, sans insulter personne, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors,
tant qu'on doit mettre sur pied des véritables institutions démocratiques, respecter ce que nous sommes communément fixés comme règle, c'est-à-dire la loi, vous allez vous rendre compte que nous allons entrer dans un véritable jeu démocratique et à travers le respect de ce jeu démocratique, nous allons pouvoir mettre sur pied une véritable dynamique de formulation de réponses aux conflits qui se posent en interne. La deuxième des choses, c'est que l'Afrique centrale gagnerait à imaginer une diplomatie préventive de résolution des situations préconflictuelles, c'est-à-dire avant les conflits. Il faut qu'on se comprenne. N'attendons pas quand il y a des conflits pour venir. Il y a des gemmes qui montrent, qui prouvent que d'un moment à l'autre, la situation pourra être explosive. C'est cette diplomatie d'alerte rapide, le Maroc, en Afrique centrale. Justement, il y a ça, mais est-ce qu'on le respecte? Le pacta sunt servanda, est-ce qu'on le respecte? Et même, ça s'applique à tête chercheuse. Parce que quand il va avoir un problème là-bas, s'il y a un soulèvement là-bas, on ne le souhaite pas, c'est juste à titre illustratif, en Guinée équatoriale. Mais ici chez nous, on va dire, nous on ne veut pas envoyer, nous ne voulons pas mettre, comme on dit au cartoon, nous ne voulons pas mettre notre bouche dans leur affaire. Oubliant qu'on est dans un espace communautaire qui nous permet d'agir. La troisième des choses, c'est qu'il faut absolument que l'Afrique centrale, ou alors les États de l'Afrique centrale, sous le prisme de leur organisation, renforcent leur coopération avec les Nations Unies sur ce plan-là, parce qu'il y a encore beaucoup à apprendre des Nations Unies sur le plan de la prévention du règlement des conflits en interne. Mais toujours est-il que, chers amis téléspectateurs, il faut comprendre que tant que nous n'avons pas une véritable démocratie, tant que nous ne sommes pas ancrés démocratiquement, nous allons toujours faire ce genre de bricolage où on ne peut pas avoir des hommes qui parlent avec autant de grandeur. Des hommes qui doivent être des référentiels dans ce domaine-là. Roger Tchokodje, nous sommes en train d'analyser les solutions qu'il faut envisager de façon globale, que ce soit en Afrique de l'Ouest, pour améliorer le système, et surtout en Afrique centrale, où on a le plus besoin de ces mécanismes de gestion des conflits, et peut-être même de prévention. J'ai très bien compris de quoi on parlait. Je vais commencer par l'Afrique de l'Ouest. Comme ils sont les plus avancés, ce sont les plus ciblés. La fragilisation de la Côte d'Ivoire a beaucoup coûté à l'Afrique de l'Ouest. Et normalement, vous ne pouvez pas avoir d'idée. Parce qu'avec les travailleurs, effectivement, même burkinabés qui se trouvaient de ce côté-là, qui travaillaient, vous pouvez imaginer un peu le reflux et surtout le manque à gagner, l'impact socio-économique qu'il y a pu avoir au Burkina Faso du fait de la crise ivoirienne. Mais alors, le conflit libyen. Mais je ne sais pas vraiment ceux qui ont provoqué le départ de Kadhafi. Si vraiment c'est Kadhafi qu'on voulait absolument chasser, ou c'est cette unité de l'Afrique qui se mettait en place qu'on voulait, dont on voulait saper les fondements. Parce que jusqu'aujourd'hui, jusque dans la sous-région Afrique centrale, eh bien, on vit les conséquences, les répercussions de cette... En fait, il n'y a plus d'État en Libye. Lorsqu'on dit que l'État libyen n'existe pas. La Libye en tant qu'État structuré n'existe pas. On a maintenant des chefs de guerre, des seigneurs de guerre. Bon, des gars ont pu sauver un peu quelque chose à Tripoli. Haftar sauve un peu l'Est libyen. Il y a des gars à Zintan. Et donc, du coup, l'Égypte peut se... L'Égypte, c'est devenu le champ d'expérimentation des puissances du Golfe et du Moyen-Orient, l'Égypte, le Qatar, la Turquie et tous les autres, la Syrie également. Même quand on vous dit que le baril de pétrole coûte moins cher sur le marché, mais demandez-vous comment. Parce qu'on peut siphonner ce pétrole-là très facilement avec le pétrole de l'Irak et puis ça inonde le marché international, les papes. Et donc, du coup, le prix du pétrole chute. Et ça a créé parce que s'il n'y a pas Kadhafi, s'il n'y a pas la chute de Kadhafi, ou alors s'il n'y a pas la décadence de la Libye, vous n'aurez pas les bandes armées au Mali. Tout au moins pas dans cette ampleur. Parce que le mouvement de l'Azawad existait toujours. Un peu comme les sécessionnistes du SNC existait toujours. Mais il n'y avait pas eu cet impact-là. Cet armement qu'ils ont eu, qui supplante de très loin l'armement de l'armée malienne, est venu naturellement de l'arsenal libyen. Et du fait qu'ils peuvent se ravitailler
par des circuits depuis le Moyen-Orient en toute quiétude. Donc, véritablement, si on parvient à stopper tout au moins l'hémorragie de ce côté-là, on peut essayer de permettre à la CEDEAO de résoudre les problèmes qu'elle connaissait, que la sous-région connaissait avant. Mais pas les problèmes de Boko Haram, des djihadistes qui arrivent aujourd'hui, changent de nom et qui ont de l'information, qui ont des soutiens et qui ont des connexions. Ça, c'est pour le cas de l'Afrique de l'Ouest. Pour le cas de l'Afrique centrale, non, je pense qu'on caresse un peu. Peut-être Maître Lodjo a essayé de mettre un peu le pied dans la fourmilière. On n'est même pas sur le chemin. Non, on n'est pas sur le chemin. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On n'est pas sur le chemin. On ne peut pas se mettre à dire, bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on rattrape le retard? Comme si on était au moins sur le chemin. Et bon, les gars nous ont un peu devancé. On n'y est pas du tout. Sur le plan institutionnel. Ils ont créé tellement... Le Copax. Oui. Non, et puis c'est... Marac. Et c'était bizarre, justement. Il me semble C'est des institutions inopérationnelles. Est en train d'acquérir une technologie ou alors une ingénierie de la création des institutions, en fait, mais qui sont là juste comme des apparatchiks, si on veut des ornementations qu'on a accrochées partout, bon, vous voyez, il y a ça. Quand la Guinée équatoriale... Ce que le professeur Abbé appelle la gesticulation institutionnelle. C'est-à-dire qu'il s'agit, c'est là de courir très rapidement sur place sans jamais avancer. Quand la Guinée équatoriale construit son mur, les télévisions camerounaises filment le mur et montrent quelle est l'instance en Afrique centrale qui a interpellé la Guinée équatoriale. Quel est le pays qui a interpellé pour dire attendez, on vient d'homologuer le passeport SEMA. Parce qu'il n'y a pas d'homme charismatique. Donc l'Afrique centrale n'est même pas... Si on se met à dire comment non, ils sont pas, on n'est pas sur le chemin, il faut le dire. Pourquoi on n'est pas sur le chemin? Des roublards. Oui, parce que les bases ont été sapées. Ceux à qui on a donné, ou alors ceux qui ont hérité des pays qui sont mis en place au moment de l'indépendance, il me semble que n'étaient pas vraiment des personnes, si on veut, outillées pour porter cette vision à la fois d'une nation unie et intégrée dans une sous-région. Les conséquences sont là aujourd'hui. Donc, il faudrait naturellement qu'on aille vers une démocratie. Naturellement. Parce que quand vous regardez chacun est dans la logique de la conservation du pouvoir et de sa reproduction. Quand vous êtes dans une telle logique, vous ne pouvez pas parler à l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous allez leur... Vous n'êtes même pas d'abord... Vous n'êtes pas un modèle. Vous ne pouvez, et puis vous n'allez pas aller... S'il y a un problème en Guinée équatoriale, qui est en Afrique centrale, qu'on va envoyer? De deux, lorsqu'on regarde les puissances en Afrique centrale, l'Angola, malheureusement, c'est peut-être le pays qu'on aurait pu regarder. Malheureusement, l'Angola est un pays lusophone. C'est le seul, malheureusement, lusophone. Le Sao Tomé aussi lusophone. En termes de puissance économique, j'ai les pays les plus puissants. Vous avez l'Angola, la RDC, le Cameroun. Si on veut rester dans la CEAC. Non, je parle de la langue. Vous êtes pas le seul pays lusophone. Donc, ça dit que, est-ce que l'Angola, parce que là, quand même, il y a quelqu'un qui vient de partir du côté de l'Angola, qui a cédé le pouvoir, entre guillemets, démocratiquement. On salue au moins Eduardo Santos. C'est-à-dire que ce n'est pas l'idéal, mais au moins on accepte même cela. Est-ce que l'Angola peut aujourd'hui venir parler aux autres? Il n'y a pas eu beaucoup d'intégration parce qu'il y a eu la barrière linguistique. On finit sur l'Angola, on tombe sur la République démocratique du Congo. Vous voyez dans quel état la République démocratique du Congo se trouve, avec des bandes armées. La République démocratique du Congo, véritablement, ne s'est jamais imposée. En Afrique centrale, personne ne réussit à balayer son propre sol. Au niveau du Cameroun. Le Cameroun avait l'opportunité. Le Cameroun avait les ressources, avait les moyens, avait même l'intelligence nécessaire, suffisante pour jouer ce rôle de leadership que le Nigeria a joué en Afrique de l'Ouest. En mettant même, les Comores à l'époque étaient composés uniquement des troupes nigérianes. Hein. Les gens oublient. Le Nigeria mobilisait près de 2000 hommes, mettait des avions, des aéronefs, les jets Alpha, mettait tout ce que vous voulez pour aller. Il n'y avait pas le financement de l'ONU ou attendre que l'ONU finance les casques. Non. Le Nigeria avait les ressources, avait les moyens humains, les moyens militaires pour sécuriser, si on veut, un processus de paix qui se mettait en place. Le Cameroun avait la possibilité de le faire. Mais le Cameroun, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je pense que quand on écoute les membres du RDPC sur nos plateaux, ils vous disent qu'on a la diplomatie silencieuse. Bon, on ne fait pas du tape à l'œil, on négocie dans les couloirs. Mais il se trouve qu'au fil du temps, on a bien vu ce leadership-là s'étioler. Au point où aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est le Congo-Brazzaville qui joue les médiateurs dans la crise en Libye. Le Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, lui, est consulté pour jouer les médiateurs. Vous avez le Tchad qui joue les médiateurs. Vous avez le Tchad qui est venu au secours du Cameroun contre le Boko Haram. Vous avez le Tchad qui intervient au Mali. Vous avez le Tchad qui intervient en Centrafrique. Le Tchad, s'il vous plaît, militairement, il faut qu'on le précise. A accueilli l'ensemble du Parlement de la République centrafricaine. Lorsqu'on devait installer la présidence Catherine Samba-Panza, puisque du côté de la Centrafrique, il y avait un collectif, tout le Parlement centrafricain s'est retrouvé en N'Djamena. Il y a eu deux N'Djamena 1, N'Djamena 2, où ils sont retrouvés autour du président Idriss Déby pour discuter, pour négocier, pour s'entendre. Donc le Tchad, si vous voulez, malheureusement n'a pas les ressources du Cameroun. Donc se trouve toujours un peu buté.
Conséquence, l'Afrique centrale reste sur place, on fait du sur place. Donc, pour qu'on essaie de revenir sur le chemin avant de voir, même si, effectivement, la chose que je disais, c'est pas comme ça, c'est resté statique. Non, là-bas aussi, ils évoluent. C'est quand même intéressant ce plan de développement-là, parce que lorsque vous avez encensé les Comores tout à l'heure, on avait le sentiment qu'en Afrique centrale, il n'y a pas grand-chose. Pourtant, c'est quand même bien de rappeler qu'on a vu la mobilisation des armées du Cameroun et du Tchad contre le terrorisme. On a vu également l'opération Boma, qui a été lancée par l'armée tchadienne et qui a réussi quand même un tout petit peu à affaiblir. Honnêtement, sur le plan militaire, sur le plan et puis le Tchad n'intervient pas jusqu'à RDC en 2000. Le Tchad est intervenu en RDC, en République démocratique du Congo, lorsqu'il y avait ce qu'on avait appelé la guerre mondiale africaine, avec au moins 8 armées des pays africains qui se retrouvaient. Le Tchad a traversé la République centrafricaine et s'est retrouvé du côté de la RDC. Donc sur le plan militaire, il est indéniable aujourd'hui de ne pas reconnaître le leadership d'Idriss Déby, de ne pas reconnaître, si on veut, cette volonté-là. On peut donc construire cette FOMAC-là. Est-ce que les Camerounais sont prêts à dire que bon, d'accord, on s'aligne derrière les Tchadiens? Vraiment, voilà la question aussi simple. Quand vous voyez en Afrique de l'Ouest, là-bas, on ne dit pas trop, est-ce qu'on va s'allier derrière le Burkinabé? Qui est qui? Les Ivoiriens sont bien alliés derrière les Burkinabés. Ils se sont bien alliés derrière eux, on dit bon, allez-y. Les autres ont bien écouté le Sénégalais, qu'elle a dit, allez, faire ceci. Est-ce que quand vous regardez les Camerounais, je dis parce que je sais de quoi je parle, est-ce qu'ils sont prêts à dire, bon, d'accord, on va dans une négociation où, d'accord, le leadership va être mené par le Tchad, par exemple? Maintenant, on se satisfait des relations, des contacts qu'il y a entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Le fait qu'on puisse se parler. Le fait que les pays, les délégations des deux pays puissent s'échanger, mais c'est encore trop, je vais dire, c'est encore trop timide, c'est encore trop faible. Donc il faut véritablement que l'Afrique centrale change de paradigme. Il ne s'agit pas seulement de dire, bon, il y a les Comores, il y a les Copars, non. C'est un véritable changement de paradigme. Sinon, on va parler, comme disait le président Célestin Taramba un jour, on va se mettre à citer le potentiel, ça va rester sur le papier, et dans la réalité, il n'y aura jamais rien. Alors, deux choses déjà bien retenues sur ce plateau. Il faut insister sur la démocratisation des États, mettre le duo, et puis il faut changer de paradigme fondamentalement. Docteur Ndassa? Oui, je voulais ajouter quelque chose dans le traité constitutif, notamment de la CEAC, puisque c'est à ce niveau-là qu'il y a problème. On peut prévoir un additif, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne la clause d'Estoppel, qui est une clause qui interdit aux États qui ont souscrit à certains engagements, n'est-ce pas, de renoncer à ces engagements, et qu'on introduise également une espèce de mesure de rétorsion, c'est-à-dire une mesure qui pourrait être prise à l'encontre, n'est-ce pas, des États qui ne marcheraient pas. Et puis, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des États dans la CEAC qui n'arrivent toujours pas à payer leurs cotisations? C'est honteux. Ils n'arrivent pas à payer et ça bloque dans le fonctionnement de la CEAC. Ça fragilise dans le fonctionnement de la CEAC. Je ne parle même pas du secrétaire général de la CEAC qui est considéré comme un lampiste dans certains États. Donc, du coup, il n'y a pas on n'accorde aucun crédit même aux membres même de la CEAC qui ont en quelque sorte une vocation à être des diplomates. Donc, autant de choses qui fragilisent même le fonctionnement, n'est-ce pas, de cette institution. On se pose même la question de savoir est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas se diriger vers un incendie même de la CEAC, c'est-à-dire la dissolution pure et simple, et partir sur des nouvelles bases. Parce que lorsque vous voulez construire, n'est-ce pas, sur des sentiers, je ne sais pas, qui sont déjà battus, il y a de fortes chances que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, incendie, si tu permets, s'il te plaît. Non, enfin, je voulais juste te rappeler, puisqu'il a dit qu'il faut mettre tout à plat. Oui, on se souvient que lorsqu'on regarde l'histoire de la création de la CEAC, on voit bien qu'avant la CEAC, il y a eu l'UDEA qui est devenue la CEMAC. Oui. Et avant l'UDEA, il y a même eu l'UDE, l'Union douanière équatoriale. Oui, chaque fois, il y a eu des mutations, il y a eu des métamorphoses, et on est arrivé aujourd'hui à la CEAC, mais on n'a pas le sentiment, c'est ce que vous dites, qu'on a beaucoup bougé. Est-ce que le tout, c'est de créer des institutions? Est-ce qu'au finish, il ne s'agit pas fondamentalement de donner à ces institutions-là une force avec cette volonté politique dont vous parlez, plutôt que... Oui, justement, il s'agit en termes d'institutions, qu'il s'agit de véritables institutions. Quand on aille au-delà, n'est-ce pas, des simples déclarations, ou bien de la création, n'est-ce pas, des appellations, ou bien des expressions qui sont belles à entendre et autres, et qu'on va directement à l'action. Parce que les gens sont en train de mourir. Regardez un peu le préjudice la fermeture de la frontière. C'est-à-dire que le contre-coup, les répercussions de la fermeture de la frontière. Et la Guinée équatorienne est coutumière du fait.
Moi, je ne veux pas me limiter aux accords qui ont été passés pour crier victoire. Alors, vous parlez des conséquences, la tomate coûte moins cher, c'est tant mieux. Bon. Docteur Leroux, pour sortir de l'émission. Très bien, pour sortir, je dirais que le processus d'émancipation des hommes sur Terre est consécutif à la génération des guerres, des conflits. La globalisation du monde offre aussi la transfrontalisation des tensions. Pour y faire face, les États ne peuvent pas travailler isolés. Il faut formuler des réponses globales, communautaires, des réponses communautaires. Les Nations Unies pensant les solutions globales. Et je pense que, contrairement à ce que dit Rodrigue, je pense que nous ne sommes pas au stade zéro. Il y a une dynamique naissante. Et j'ai dit à l'entrée d'où vient la dynamique naissante. J'ai dit à l'entrée que les facteurs, parce que vous savez, je suis sociologue. Et puis, comme sociologue, je ne peux pas dire que je pense pas trop. Ex nihilo. Oui, et je ne pense pas trop que les injonctions produisent quelque chose d'important. Je ne pense pas que la seule volonté produit quelque chose d'important. Puisque nous sommes un peu dans les mécanismes de production de la réalité sociale qui sont très complexes. Donc, je pense qu'actuellement, la CEAC est dos mûr. Et donc, ils n'ont pas trop nous n'avons pas trop de choix parce que, compte tenu de ces différents paramètres qui s'imposent à nous, nous avons vraiment l'obligation de faire quelque chose. Vous voyez, par exemple, notre pays qui est presque bientôt à une dizaine d'années de fragilisation avec Boko Haram et la crise anglophone qui va avec bientôt, dans à peu près 6 ans, on sera aussi à 10 ans avec la crise anglophone, on sera fortement fragilisé, l'économie est vraiment fragilisée. Et puis, nous ne pouvons faire face qu'à partir des solutions communautaires. Parce qu'en fait, il s'agit des tensions qui ne sont pas propres à un seul pays, ce sont des tensions sociales qui sont propres à plusieurs pays. Et donc, je crois que nos dirigeants peuvent tout simplement être encouragés dans cette dynamique, être interpellés pour formuler des réponses communautaires. Et puis, une chose avec laquelle je voudrais sortir, qui est très importante, et je crois que c'est même ça le vrai problème. La dynamique de création de ces institutions a été jusqu'ici une dynamique d'en haut. Et je crois que la dynamique d'en haut, étant une dynamique importée, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est une dynamique peu productive, peu efficace. Il est important d'impliquer de plus en plus celle d'en bas à travers les corps sociaux. Quel est le rôle que jouent les corps sociaux? Quel est le rôle que jouent les leaders de la société civile? Quel est le rôle que jouent les organisations de la société civile dans ce processus de communautarisation du destin? Et je crois que c'est une piste très porteuse. Et si donc, pour sortir, si j'avais un message à laisser auprès de nos dirigeants, aussi bien ceux du Cameroun que ceux des autres pays de la CEAC, c'est que l'on puisse davantage capitaliser ces forces sociales dans ce processus de communautarisation du destin qui est de le nôtre. Alors, messieurs, on va sortir de l'émission, sauf si vous voulez commenter rapidement en 30 secondes cette actualité en rapport avec le Mali, puisque c'est le prétexte. Il faut se rappeler donc que cette mission de la CEDEAO, qui était au Mali, est partie en proposant des solutions. Première résolution, règlement du contentieux électoral, avec notamment la possibilité de reconstitution rapide et consensuelle de la Cour constitutionnelle. Il faut se rappeler que cette Cour constitutionnelle avait été abolie, disons, avait été mise de côté, par le président du fait que les décisions qui avaient été prises par cette Cour paraissaient iniques. Donc, on pense à reconstituer rapidement et de façon consensuelle cette Cour constitutionnelle et remettre éventuellement dans leur droit la trentaine de députés qui avaient été d'abord déclarés vainqueurs et puis recalés par la Cour constitutionnelle. C'est la première résolution obtenue par les médiateurs de la CEDEAO. La deuxième porte sur la formation d'un gouvernement d'union nationale avec 50% des membres du gouvernement provenant du pouvoir, 30% venant de l'opposition et 20% de la société civile. Et bien évidemment, la feuille de route étant l'accord de paix qui avait été signé à Alger. Et le troisième élément, c'est la mise en place d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur les violences qu'il y a eu il y a quelques jours. Vous vous souvenez qu'il y a eu des tirs
dans la foule. Il y a eu une dizaine de morts et surtout qu'il y a des édifices publics qui avaient été incendiés. Alors, la CEDEAO sort donc de là avec ces résolutions-là. C'est vrai que l'opposition avait demandé la démission du président Ibeka. Du président Ibeka. Cela n'a pas été accepté par la CEDEAO et certains estiment que la CEDEAO fait du 2 poids 2 mesures, puisqu'on se souvient que dans le cas de ATT, la CEDEAO avait été assez prompte. Bon, oui, peut-être parce que ATT était en fin de mandat. Hein. La date des élections était déjà connue. Contrairement à Ibeka qui vient de briguer un autre mandat et qui... Oui, la CEDEAO estime que demander sa démission n'est pas constitutionnel. Oui, c'est un peu difficile quand même. Par rapport à ATT qui était en fin de mandat, c'est déjà terminé pour ATT. On a même dit que c'était un coup d'État pour rien. Le type est déjà parti, la date des élections on a programmé. Non, je veux dire, il faut féliciter toutes les parties ici présentes. À la fois la mobilisation, et quelqu'un parlait le peuple. C'est aussi la qualité du peuple qui peut se mobiliser pour défendre ses intérêts, ses opinions, qui sait s'offrir, sait faire front pour défendre sa cause. Naturellement, la qualité des hommes politiques et la qualité du pouvoir qui a estimé que le pouvoir pouvait dire que bon, ces affaires internes du Mali, ça ne vous concerne pas. Non, mais là-bas, c'est pas la même philosophie. Et justement aussi, la qualité de ces propositions. Espérer maintenant, effectivement, qu'il y a apaisement, au moins sur ce front-là, de Mali Sud, qui est un peu plus apaisé par rapport au front Nord, qui est plus en conflit ouvert. Donc, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Maître Lejo, juste pour dire que le Cameroun n'a pas eu besoin de la CEDEAO ou bien d'une intervention de quelque organisme sous-régional pour gérer sa crise post-électorale. Dans tous les cas, personnellement, je me félicite de ces résolutions des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il fallait incendier peut-être la CEAC. Je vais lui dire qu'avant la CEAC, on a incendié aussi beaucoup d'autres institutions comme elle, il y a des dévancières. Donc, pour dire que quoi, il faut plutôt les hommes, les chefs d'État de l'Afrique centrale là, doivent reculer. Vraiment, ils doivent laisser la place aux gens qui sont des anciens chefs d'État. Et devenir des anciens chefs d'État. Oui, c'est ça. Donc, il ne s'agit pas d'incendier. Vous allez incendier à tout moment. Merci, messieurs, d'être venus. Docteur Dassa, merci infiniment d'être venu. Merci, Duval. Merci. Et je vous rassure déjà que pour les prochaines fois, je serai disponible. Merci infiniment. C'était pour la bonne cause. Vous travaillez et bientôt la fumée blanche. Merci également à vous d'être venu, Maître Achille Lejo. C'est moi qui vous dis merci de cette amitié que vous m'avez encore faite pour m'inviter. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Effectivement. Et vous aimez toujours rappeler que vous êtes homme politique et conseiller juridique régional du SDF pour la région du littoral. Mais vous étiez sur ce plateau aujourd'hui davantage comme avocat. J'ai assumé cette casquette. Merci Rudy Chokouché d'être venu. Plaisir, c'était un vrai plaisir. Et je profite pour saluer mes auditeurs. Vous n'avez pas présenté ma radio. Avec votre permission, c'est la radio Estuaire, donc c'est là-bas qu'on est. Le facilitateur. Le facilitateur. Merci Rodrigue d'être venu. Merci à vous, Magloire Ndomo, d'être venu sur ce plateau. Merci Duval aussi. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison 237 débat. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.